Donc la lumière, en général, on peut dire qu'elle peut être neutre, mais qu'elle peut avoir également un effet bénéfique et utile dans le développement de la vision, dans le développement de la fonction visuelle en elle-même. Mais il ne faut pas oublier que la lumière, en particulier la lumière bleue, peut avoir des effets délétères, en particulier chez les enfants et les enfants les plus jeunes, et on y reviendra. C'est pour ça qu'il y a quelques règles à respecter en matière de protection contre la lumière, et puis également pour l'utilisation des appareils qui fournissent beaucoup de lumière bleue, tels que les ordinateurs, les smartphones et autres appareils informatiques, dont on verra les usages qu'il faut en faire chez l'enfant. Il est assez difficile de prouver chez l'homme le rôle de la lumière, puisque bien entendu, on ne peut pas placer un enfant à l'obscurité. Les CPP trouveraient à redire dans ces expériences. Mais on a quelques exemples de cas où il y a des pathologies qui font qu'un œil reçoit peu de lumière par rapport à l'autre. Et puis quand on parle de lumière, eh bien, je l'ai déjà dit, il faut tenir compte du type de lumière auquel on s'adresse, lumière extérieure, lumière d'une veilleuse. On verra qu'il y a eu des polémiques sur les conséquences de la petite veilleuse que les parents mettent dans la chambre de l'enfant pour qu'il s'endorme et puis qu'ils vont laisser toute la nuit. Et donc les problèmes liés au LED, qui comportent beaucoup de lumière bleue, mais finalement, les LED domestiques, il y a peu de danger, on en reparlera, et puis les UV. Quand on parle de développement de la vision, on ne peut pas ne pas évoquer ce que l'on appelle la période critique du développement de la fonction visuelle. Et cette période critique, c'est celle où il y a la plus grande plasticité cérébrale, où le cerveau est capable de se modifier à la fois d'un point de vue histologique, d'un point de vue fonctionnel, et il est normal que l'enfant qui naît avec un système non mature, petit à petit, acquiert des conditions, un fonctionnement cérébral adulte, et ça a été très bien montré dans les années 60 par Hubel et Wiesel, qui ont eu un prix Nobel pour cette découverte. On en reparlera, et l'expérience visuelle, c'est-à-dire le fait d'être placé dans les meilleures conditions optiques, est essentielle pour avoir un bon développement de la fonction visuelle. Et je crois que ce matin, on avait beaucoup évoqué les problèmes de réfraction qui permettent de mettre l'enfant dans les meilleures conditions visuelles. Et toute altération de l'expérience visuelle va aboutir à des perturbations plus ou moins importantes de la fonction visuelle, mais également au niveau des altérations au niveau cortical. Alors je vous rappelle que le développement du système visuel, il s'effectue en deux phases. Il y a une première phase in utero, dans laquelle on n'a pas besoin, bien entendu, de l'expérience visuelle. C'est génétique, on va mettre en place son système visuel, et un enfant naît avec 2 yeux, 2 nerfs optiques, un chiasma, un système nerveux central, mais ce système n'est pas mature à la naissance, et c'est une des raisons pour lesquelles l'enfant à la naissance n'a une acuité qu'à peu près de 1/20. Il est capable de vous voir si vous le tenez à 20 cm, 30 cm de vous, et sur un champ qui fait à peu près une trentaine de degrés de part et d'autre de la ligne médiane. Tout ceci est lié au fait que le système nerveux dans son ensemble, les voies optiques, l'œil, les voies optiques, le cortex occipital et au-delà les aires qui traitent l'information visuelle ne sont pas adultes, elles ont un fonctionnement qui est tout à fait non spécifique, et c'est le fait d'utiliser son système visuel qui va faire que petit à petit, cet œil qui s'est constitué au cours de la vie embryonnaire, eh bien, cet œil le système visuel va acquérir un fonctionnement, des capacités qui sont celles
de l'adulte. Comment est-ce que finalement on peut le prouver chez l'homme? Eh bien, tout simplement en regardant ce qui se passe chez les personnes qui ont un trouble, une opacité par exemple sur les voies optiques, enfin sur l'axe optique d'un œil. Un enfant qui va naître avec une cataracte congénitale, il va recevoir moins de lumière dans l'œil qui a la cataracte que de l'autre côté. On sait tous qu'une personne âgée qui a une cataracte a une baisse de vision, qu'elle a besoin de plus de lumière pour voir, tout simplement parce que cette cataracte empêche la lumière de pénétrer dans l'œil. Eh bien, un enfant qui a une cataracte congénitale unilatérale, la lumière pénètre normalement dans l'œil sain, pénètre moins bien dans l'œil cataracté, et vous avez ce qu'on appelle une amblyopie par privation visuelle. Vous avez supprimé l'apport visuel d'un œil. Et puis on a pu également confronter à ce qui se passe chez l'animal, où on peut perturber la vision d'un œil. Eh bien, on s'aperçoit que quand il y a ce type d'altération, l'organisation tout à fait symétrique que l'on trouve au niveau du cortex, entre ce qui provient de l'œil droit et de l'œil gauche, va être totalement perturbée avec ces petites colonnes qu'on appelle des colonnes de dominance, qui vont être beaucoup plus larges pour l'œil qui voit bien et réduites à rien pour l'œil qui a une cataracte. Et c'est pour ça que les ophtalmopédiatres, nous savons qu'il faut intervenir très tôt sur ce genre de pathologie qui perturbe l'arrivée de la lumière dans l'œil pour qu'on puisse rétablir, dans la mesure du possible, une fonction visuelle la plus normale que possible. Et une cataracte congénitale, il est d'usage d'intervenir avant 3 semaines de vie, parce qu'il ne se sera pas encore installé cette amblyopie, ces altérations au niveau cortical. Et donc on a montré qu'il y a un problème de réarrangement du fait de l'absence d'arrivée de la lumière. Eh bien, le développement normal qui fait qu'il y a des cellules qui vont être dans ces couches 6, 3 et 4, qui vont avoir une capacité de vision binoculaire, eh bien, n'acquièrent pas les capacités binoculaires quand vous avez une cataracte unilatérale. Et ce sont des enfants, si on ne les opère pas suffisamment tôt, qui n'auront jamais de bonne vision du relief. Ils compenseront très bien. Ils vont mettre en place des phénomènes qui leur permettent de compenser ces troubles du relief. C'est la même chose pour les enfants qui ont un strabisme. Ils n'ont généralement pas de vision du relief. On peut redresser les yeux, mais ils se débrouillent très bien. Et il n'y a qu'avec des tests fins qu'on voit qu'il y a des problèmes. Il y a finalement peu de situations dans lesquelles on est véritablement une absence de perception de la lumière d'un œil, mais on sait, et c'est assez intéressant, que lorsqu'il y a une cécité bilatérale congénitale, eh bien, on va trouver quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les aires visuelles, vous avez ici les aires visuelles d'un sujet voyant à qui on fait écouter un texte. Eh bien, vous voyez que ces aires visuelles ne sont pas allumées, il ne lit pas, il écoute. Un malvoyant congénital, un aveugle congénital, eh bien, vous avez à l'audition une mise en jeu des aires visuelles primaires, parce que, comme il n'arrive rien au niveau du cortex occipital visuel, eh bien, on a reprogrammé, le cerveau se reprogramme, et l'absence de lumière fait qu'au niveau cortical, ces aires visuelles occipitales, qui ne peuvent pas servir, eh bien, vont servir à autre chose. Ça a quelque chose d'assez important, c'est que si à 20 ans,
On peut greffer un nerf optique, un œil. Pour l'instant, on est incapable de le faire. Où va arriver le message visuel? Il va entrer en conflit avec, au niveau des aires occipitales, une autre fonction. Donc, rendre la vision à un aveugle congénital qui n'a jamais vu ne sera possible que très très tôt. Et nos collègues ORL le savent, on ne peut mettre d'implant cochléaire, pardon, je ne trouvais plus le terme, que précocement, pour les mêmes raisons, parce que l'aire auditive sert à autre chose. Donc ça montre bien que finalement, l'absence de lumière va entraîner des modifications importantes au niveau cérébral, au niveau cortical. Et là, je vous le montre au niveau des aires visuelles primaires, mais vous pouvez imaginer que c'est exactement la même chose tout au long des aires visuelles associatives qui traitent les formes, la couleur, etc. Deuxième point où la lumière est importante, et ça c'est quelque chose qui est peut-être plus étonnant, et les motifs, les raisons pour lesquelles cela existe est actuellement très mal connu. C'est l'effet de la lumière sur la réfraction. Dans les années 99, un article a montré que la petite veilleuse laissée dans la chambre des enfants de moins de 2 ans allait augmenter le risque de myopie à un âge plus avancé de 9 à 48%. Et que les myopies fortes chez les enfants qui avaient une veilleuse dans leur chambre passaient de 1 à 7%. Je vous rappelle que la myopie, c'est finalement un œil qui est trop long avec une image qui se projette en avant de la rétine, tout simplement parce que la croissance de l'œil au cours de la croissance de l'enfant est trop importante. Normalement, l'œil devient hémétrope vers 20 ans. Tous les enfants sont hypermétropes. Et l'œil grandit petit à petit. Il y a des modifications de position du cristallin qui ajustent un petit peu la réfraction. Et normalement, chez quelqu'un qui n'a pas besoin de lunettes pour voir de loin, l'image se projette sur la rétine. Chez le myope, l'œil ayant une croissance trop importante, la longueur axiale de l'œil est plus grande, l'image va se projeter en avant de la rétine et on voit flou. En fait, cet effet a été ensuite très contesté parce que d'autres équipes ont repris ces données et n'ont pas réussi à prouver ou à démontrer qu'il y avait une relation significative entre la veilleuse dans la chambre et une myopie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'affirmer qu'il y ait un risque réel en laissant une petite veilleuse dans la chambre des enfants. Encore que, on verra, ça peut perturber le sommeil, c'est un autre problème. Et finalement, cette illumination, à condition qu'elle ne soit pas dans des longueurs d'onde qui perturbent la sécrétion de mélatonine, est finalement peu importante. Mais dans le même temps, dans les pays d'Asie, il y a eu des gros problèmes avec la myopie et depuis une quarantaine d'années, on s'aperçoit que les jeunes dans les pays asiatiques sont de plus en plus myopes avec des taux qui peuvent atteindre jusqu'à 80% de personnes myopes. Et vous voyez ici l'évolution depuis les années 30 jusqu'en 2010, avec à Singapour, avec à Taïwan, des pourcentages de myopes, de jeunes réellement myopes, qui atteint 80%. Et quand je dis réellement myope, c'est qu'on a vérifié que ce n'étaient pas des problèmes d'accommodation, c'est des gens qui ont été vus sous cycloplégie, ce qui prouve que c'est une vraie myopie. Une myopie par augmentation de la longueur axiale du globe. Donc c'est un problème de santé publique dans ces pays, avec des taux qui sont largement supérieurs à ce que l'on peut voir dans nos pays,
Et nous sommes un peu entre les États-Unis, on est plutôt par ici, avec un taux de myopie qui est de l'ordre de 25% ou 30% de personnes myopes dans notre population. C'est un problème de santé publique, car vous savez que les myopes et les myopes forts, donc les myopes vont faire plus de problèmes de décollement de rétine, et les myopes forts vont avoir des problèmes de macula. Vous avez ici, excusez-moi, un fond d'œil d'une personne très très myope avec un début de choroïdose myopique, une altération de la région fovéolaire, la zone qui permet d'avoir la meilleure acuité visuelle. Et vous voyez que la myopie est une source de dépenses de santé en correction optique, mais aussi en risque de complications, qui fait que ce problème a été pris extrêmement au sérieux par les autorités de ces régions. Et on s'est demandé qu'est-ce qui provoquait cette épidémie de myopie. Et les études épidémiologiques ont montré que finalement, les enfants qui devenaient le plus myopes sont ceux qui passaient le moins de temps à jouer à l'extérieur. En fait, le fait d'être à l'extérieur, à la lumière naturelle, a un effet freinateur sur le développement de la myopie. Et c'est l'exposition quotidienne au soleil qui semble avoir réellement cet effet protecteur contre un développement anormal de la myopie. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. On a évoqué le temps de lecture, on a évoqué des problèmes génétiques. C'est sûr qu'il y a plus de myopie dans les pays asiatiques qu'en Europe, mais les taux qui étaient atteints sont quand même totalement affolants. Et il a également été montré que le fait d'être à l'extérieur est indépendant de l'activité que vous y faites, que ça soit du sport ou que ça soit de la lecture. Eh bien, le fait d'être à l'extérieur ralentit la progression de la myopie. Et vous avez sur ce diagramme ici le temps passé à l'extérieur, un temps élevé passé à l'extérieur ou un temps court, avec une activité de près la lecture qui est peu importante ou qui est très importante. Eh bien, vous voyez que même si vous avez un temps passé, une activité de lecture importante, mais que vous passez beaucoup de temps à l'extérieur, eh bien vous serez moins myope que si vous avez peu d'activité de lecture à l'intérieur. Donc c'est vraiment le fait d'être à la lumière du jour qui est freinateur et non pas le fait de lire ou d'avoir une activité de près. Et il y a des photos, je ne l'ai malheureusement pas retrouvées, où on voyait dans les écoles asiatiques des enfants qui avaient à leur table une barre devant eux pour ne pas s'approcher du livre, pour ne pas être trop près, parce qu'on considérait que comme ça, ils allaient être plus loin, ils allaient moins accommoder, ils allaient moins devenir myopes. En fait, c'est totalement faux. Et alors, si on en revient à ce qui se passe chez l'animal, on sait que des poussins qui sont élevés au soleil ont un œil qui a une longueur axiale qui est moins grande que des poussins élevés uniquement à l'obscurité. Je dirais, quand on élève des poulets en batterie, finalement, on utilise peu les yeux et on ne leur met pas de lunettes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça avait été testé. Ça a des effets sur l'œil, ça a également des effets sur la qualité de la viande, mais ça c'est un tout autre sujet. Il vaut mieux aussi laisser courir les poulets à l'extérieur, c'est quand même beaucoup mieux pour la qualité de la viande. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène d'émétropisation à la lumière du jour ? Eh bien, on n'a pas encore de réponse très stricte, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais l'émétropisation, le fait d'avoir un œil qui a une croissance normale qui aboutit au fait que l'image se projette sur la rétine est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a des phénomènes de défocalisation. Si vous avez un petit flou visuel, parce que votre image n'arrive pas
totalement sur la rétine, ça favorise la myopie. Et il y a une formule classique, la myopie est myopigène. C'est-à-dire que si on laisse une petite myopie à un enfant, on sait que si on ne le corrige pas totalement de sa myopie, on va aggraver la myopie. C'était un adage classique, on disait toujours, vous m'avez appris, monsieur, la myopie est myopigène. Et les taupes sont myopes. Donc la défocalisation est un élément qui peut qui peut favoriser la myopie, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de lentilles qui sont faites pour traiter cette défocalisation périphérique, parce que si vous focalisez au centre, au pôle postérieur de l'œil, de par sa géométrie, vous défocalisez un petit peu dans les courbures périphériques. Donc les opticiens ont travaillé là-dessus. On a fait des verres, on a fait des lentilles qui auraient un effet freinateur sur la myopie. On en parlera. Il y a eu une réunion samedi dernier sur les lentilles de contact où cela a été évoqué. On en reparlera en janvier à l'Association française d'ophtalmopédiatrie, mais c'est quelque chose qui est prouvé, et on sait que chez les enfants qui ont une forte myopie, ça peut être intéressant de freiner la myopie avec ce type de correction. Mais pourquoi est-ce que cette défocalisation finalement entraîne cette myopie? Eh bien, il y a certainement des éléments qui sont liés à la sécrétion de facteurs de croissance. Mais d'où viennent-ils? Alors on a des pistes, ça peut être les cellules amacrines dopaminergiques, ça peut être les cellules de la choroïde. En fait, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse claire avec les neurotransmetteurs, avec les signaux qui expliquent cette augmentation de la longueur axiale quand il y a un petit trouble de focalisation, et encore plus quand on est à la lumière artificielle. Quelle est, dans la lumière naturelle, la longueur d'onde, ou qu'est-ce qui fait que la lumière naturelle freine la myopie et la lumière artificielle ne le fait pas? Pour l'instant, on n'a absolument aucune réponse. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a des éléments qui sont évoqués. Je vous disais, les cellules dopaminergiques, la mélatonine, qui est sécrétée il y a des cellules à mélanopsine dans l'œil qui participent. On a évoqué aussi les rythmes circadiens. Ça a été montré chez l'animal. On sait que, là encore, il y a des moments où se passe la croissance de l'œil, que ce n'est pas régulière, mais on sait qu'on grandit plus la nuit parce qu'il y a des sécrétions d'hormones de croissance qui se passent la nuit, et que le fait de dormir est important pour la croissance de l'enfant. Donc c'est peut-être des mécanismes identiques. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais ce qui est certain, c'est que dans ces pays asiatiques, on a construit des écoles avec des classes qui reçoivent la lumière du jour et qui sont quasiment vitrées sur 180 degrés, voire même parfois par le toit. Et on a l'impression de voir la courbe commencer à s'infléchir. Donc le fait de faire travailler ces enfants à la lumière du jour commencerait à diminuer cette myopie. Donc la lumière est un facteur, la lumière du jour est un facteur qui protège de la myopie. Quelques éléments du côté délétère de la lumière. Eh bien, si on regarde cette diapositive, ce schéma, on voit que finalement, la cornée et plus encore le cristallin, avec l'âge, va arrêter un certain nombre de radiations et de longueurs d'onde. Mais l'enfant a un cristallin qui est totalement transparent et un cristallin qui ne filtre absolument rien. Donc la totalité de ce rayonnement va entrer dans l'œil et va atteindre la rétine, parce que le cristallin de l'enfant est totalement clair. On ne le voit à peine quand on le regarde en lampe à fente, contrairement à quelqu'un de mon âge, d'une soixantaine d'années, où on a un cristallin qui commence à être un petit peu en phacosclérose. Donc, la lumière, en particulier les UV, mais aussi la lumière bleue,
va pouvoir entrer dans l'œil, et on sait que ce sont des radiations qui vont avoir un effet photochimique sur les cellules photoréceptrices et vont entraîner des dégâts. C'est pour ça qu'il est important que les enfants aient des lunettes de soleil dès le plus jeune âge. Et ce n'est pas simplement pour faire bien. On conseille de ne pas exposer les enfants en été vers midi 3 heures quand on est à la plage, parce que c'est très nocif pour leur peau, mais c'est aussi très nocif pour l'œil, c'est nocif pour la rétine, c'est nocif pour le cristallin, parce que le cristallin est traversé par toutes ces radiations qui finissent par le cataracter. Et petit à petit, on peut voir apparaître des lésions et des cataractes qui vont être plus précoces. Donc, ce sont des mécanismes, les mécanismes protecteurs sont moins actifs chez l'enfant, de la même manière qu'à l'autre extrémité de la vie. On sait qu'une personne âgée qu'on a opérée de la cataracte, eh bien, il a un risque de dégénérescence maculaire s'il se met au soleil sans correction optique, parce qu'il n'a plus ce cristallin jaune qui filtre la lumière bleue et qu'il prend en plein la lumière bleue toxique, éventuellement les UV, qui vont altérer la rétine. Donc, je dirais, les bébés et leurs grands-parents, même combat. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette dégénérescence à la lumière? Eh bien, il y a beaucoup d'éléments. Il y a d'abord des éléments génétiques qui existent. On sait qu'il y a des personnes qui sont prédisposées. Quand on a une mutation du gène ABCA4, on va soit faire plus de dégénérescence maculaire liée à l'âge, soit quand on a une double mutation, faire des maculopathies précoces, des maladies de Stargardt. Donc on sait qu'il y a des facteurs génétiques qui font qu'on est plus sensible à des atteintes rétiniennes, et puis probablement des niveaux élevés de luminance vont perturber l'activité de repos des photorécepteurs, les faire fonctionner en permanence, les faire fonctionner trop fort, ce qui peut entraîner la mise en jeu de l'apoptose et donc la disparition de ces photorécepteurs. Juste pour terminer, encore 2 ou 3 diapos sur les besoins visuels que vont avoir les enfants. Eh bien, on l'a évoqué, la lumière du jour est importante. Il faut au moins 2 heures de lumière du jour, 2 heures de lumière du jour chaque jour. Donc les récréations sont quelque chose qui sont utiles parce qu'on fait sortir les enfants et donc ça permet qu'ils soient à la lumière du jour. Mais je vous rappelle que dans ces pays d'Asie, on voit des reportages des fois où les enfants se lèvent à 6 heures, ont à 7 heures des cours de gym, puis enchaînent avec l'école, ne sortent pas jusqu'à 20 heures, ont ensuite des cours de rattrapage et se couchent à 22 heures. Ils n'ont pas vu la lumière du jour de la journée, ce qui est catastrophique. Quelques récréations, ça permet aux enseignants de souffler et aux élèves de ne pas être myopes. Il faut également être prudent sur l'ergonomie et le confort. La lumière ne doit pas éblouir et il faut éviter les ombres portées. Il faut faire très attention. Maintenant, on a de plus en plus d'écrans dans les classes parce qu'il y a de plus en plus de cours qui sont projetés. Il faut faire attention que ces écrans, l'éclairage, la rétroillumination ou l'éclairage qu'on met à côté, au-dessus, ne viennent pas perturber la vision de ces écrans, ou que l'éclairage qui vient des fenêtres ne fasse pas d'ombre et ne modifie pas le contraste de ce qui va être vu sur l'écran. Donc il y a des questions architecturales qui sont extrêmement importantes et les éclairagistes et les architectes doivent travailler de conserve pour que l'éclairage dans les classes soit le mieux adapté possible. Il faut éviter, dans la mesure du possible, les LED de température
froide, c'est-à-dire les LED qui vont être aux alentours de 4500 Kelvin, qui donnent une lumière très blanche, une lumière très hôpital. Il faut préférer les températures chaudes en prenant garde à avoir des températures qui soient proches de la lumière du jour, 3000 Kelvin à peu près, pour ne pas non plus perturber la perception des couleurs. Puisque si vous descendez trop bas, vous allez avoir des teintes qui sont plus orangées, et donc vous allez perturber la vision des couleurs, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Et puis, je sais qu'on va en reparler, mais il est, me semble-t-il, essentiel de rappeler quelques règles vis-à-vis des écrans, puisque les écrans apportent beaucoup de lumière bleue. Alors, pas de la lumière bleue qui va être toxique pour la rétine. Finalement, les niveaux de lumière bleue de nos écrans ne sont pas catastrophiques, mais c'est une lumière bleue qui va perturber la sécrétion de mélatonine par le biais des cellules à mélanopsine. Et je me souviens avoir entendu que dans le baromètre de la SNAV, je crois qu'il y a 15 ou 20% des jeunes qui se réveillent la nuit pour vérifier leurs réseaux sociaux, pour être sûr, oui, sur leur portable, bien entendu, dans la chambre, dans le noir, pour être sûr que la copine, savoir ce qu'elle va mettre demain pour aller en cours, pour ne pas mettre quelque chose qui est pareil ou pour mettre quelque chose qui est mieux. C'est essentiel, voyons. Donc, il y a des règles. Avant 3 ans, pas d'écran, pas de téléphone. La télévision qu'avec les parents et de façon interactive, éventuellement avec le contrôle actif des parents. Ils peuvent en faire, mais sur un temps limité, avec les parents qui stimulent pour que l'enfant ne soit pas passif devant la télévision. Il n'y a rien de pire que l'enfant qu'on colle devant la télévision à 20 cm ou 50 cm devant la télévision à regarder un dessin animé de WD, à ne rien faire pendant que les parents tchatchent sur leur tablette ou regardent des films sur Netflix. À partir de 3 ans, la télévision peut être autorisée, mais pour des programmes choisis et adaptés, et bien entendu, pas de télévision dans la chambre de l'enfant. Entre 3 et 6 ans, les consoles de jeux peuvent être utilisées pour des activités ludiques à des moments et des durées qui ont été établis avec l'enfant, mais sous le contrôle très strict des parents. Et à partir, entre 6 et 9 ans, il faut éduquer l'enfant au droit à l'image, au droit à l'intimité. À partir de 9 ans, l'initier à Internet parce qu'il en aura besoin dans sa scolarité et des fois très tôt. Donc il faut lui apprendre à utiliser à bon escient cet outil qui, bien utilisé, est très intéressant, mais en lui rappelant les dangers de cet Internet. Et puis à 12 ans, il peut aller seul sur Internet avec quand même le contrôle parental et jamais dans la chambre, parce que sinon on ne sait pas à quelle heure il va regarder. Et je vous rappelle que les enfants sont capables de se réveiller pour faire n'importe quoi. Et puis à la maison, eh bien, le problème est un peu plus complexe parce qu'il faut moduler la température de couleur des lampes en fonction des pièces, des couleurs proches des couleurs naturelles dans le salon, dans les chambres, mais dans les salles de bain, dans les cuisines, il faut bien sûr des températures un peu plus froides et il faut veiller à l'ergonomie, ce qui n'est pas toujours extrêmement facile, et il faut lutter contre certaines habitudes qu'ont les gens de mettre des abat-jours qui cachent complètement, qui empêchent la lumière de diffuser. Voilà. Donc, il y a
beaucoup de travail sur les besoins visuels que les gens ont à leur domicile. Je vous remercie. Merci, Dr Orceau. J'appelle à présent Monsieur Thierry Villette, qui